nous avoir ce soir. Donc, on est deux de l'équipe. Il y a Louis qui est là et puis moi. Je pense qu'on va se répartir la tâche. Louis va peut-être faire un peu la présentation. Et puis moi, je vais répondre aux questions. Enfin, on va essayer d'interagir de manière un peu dynamique. D'accord. Voilà. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, au fil de l'eau, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, Louis, tu y vas? Alors messieurs, merci de nous accueillir. Alors je vais vous proposer d'ouvrir le document qu'on a partagé dans qui est en gros un document PowerPoint et qui présente Irène Énergie en quelques pages. D'accord. Je ne sais pas si vous avez tous accès à ce document. Je crois qu'il était dans le chat partagé. Est-ce que c'est visible? Ouais, introduction to Irène Énergie, voilà. Si tout le monde l'a, ça nous fait un bon support. Normalement, il est en accès pour tous. Ok, très bien. C'est le fruit d'une réflexion de Guillaume, qui est là ce soir, sur le secteur de l'électricité aujourd'hui, sur le secteur de l'électricité renouvelable. Alors, l'équipe se compose de 7 personnes. Donc, Guillaume, et je pense que Guillaume, tu pourras te présenter toi-même pour donner un peu de contexte au projet et puis expliquer un peu ton savoir-faire. Voilà. Alors, je pense que l'idée, c'est, on va pas s'attarder beaucoup sur l'équipe, mais c'est juste de montrer que, bon, peut-être par rapport à d'autres ICO, il y a quand même vraiment un savoir-faire technique et de l'industrie dans ce projet qui est peut-être un peu différent de ce qu'on peut parfois voir dans l'ICO. Donc, très rapidement, juste d'un point de vue technologique, il y a quand même 3 polytechniciens dans l'équipe. On a un stagiaire de l'école du 42. Niveau business, alors 3 MBA, mais moi je suis polytechnicien et MBA, donc c'est pour ça qu'on se overlap. On a quelqu'un qui nous aide, on a quelqu'un du MIT qui a le MBA du MIT. On a même un énarque dans l'équipe. Voilà. Et niveau expérience professionnelle, donc on n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du marketing et social media et dans le domaine du social impact. Donc voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est pour un peu me dire qu'il y a peut-être un differentiating factor par rapport à d'autres ICO ici. D'accord. Alors bon, après, commençons la page d'après. Donc, qu'est-ce qu'Irène Énergie? L'énergie, on est un fournisseur d'électricité verte qui nous basons sur la technologie Stellar pour introduire, grâce à des micro-paiements, ce qu'on appelle une transparence radicale dans l'industrie dans l'électricity supply chain. Alors je suis désolé, d'habitude je fais la présentation en anglais, donc il y a beaucoup de mots qui vont me venir en anglais, mais donc c'est pas par. Pourquoi voilà. vous avez choisi la technologie Stellar? Alors voilà, au départ on était sur Ethereum. Et vraiment, nous, on se sert du blockchain pour faire des micro-paiements. Et les micro-paiements, pourquoi on sert des micro-paiements? On sert des micro-paiements pour suivre l'intermittence de la production d'énergie renouvelable, pour que les gens puissent savoir exactement à qui ils envoient leur argent en temps réel, grosso modo. Et Stellar, c'est quand même une technologie qui a été faite, qui a été construite pour le micro-paiement. Donc c'est vraiment on peut envoyer 15 centimes pour absolument presque aucun coût, et les transactions sont très rapides. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle on a choisi Stellar. L'autre raison, c'est au final, le produit final, ça va être quoi? Ça va être un fournisseur d'électricité verte. Alors après, peut-être que Ethereum va passer à Proof of Stake bientôt, mais ils y sont pas encore. Et pour l'instant, il y a quand même il y a un problème d'incohérence quelque part sur Ethereum. D'accord. Ok. Donc voilà, donc c'est deux raisons. Après, on a mis un post sur Medium en fait avec 6 raisons pour lesquelles on est passé d'Ethereum à Stellar. Voilà, et c'est vraiment pour l'instant c'est une décision dans laquelle on est très content.
Euh, Finalement, vous pouvez changer quand vous voulez, vous n'êtes pas croché à une blockchain. Ah si, une fois qu'on aura fait notre ICO, une fois qu'on aura créé notre token, on pourra plus changer. Ça sera un token Stellar. Un token Stellar, c'est pas un token ERC 20. C'est un token Stellar. Oui. On pourra pas changer. D'accord. Alors, une autre bonne chose de Stellar, d'un point de vue technologique, c'est qu'il y a un distributed exchange qui fait que dès le premier jour, en fait, notre token est tradable. On n'a pas à aller convaincre tel ou tel exchange d'être listé. sur la plateforme Stellar. Voilà. Et vous comptez quand même travailler ou développer, on va dire, la visibilité du produit sur d'autres places de marché ou pas? Sur d'autres exchanges, tu veux dire? Oui. Alors, oui, alors on ne peut être listé que sur les exchanges qui acceptent les Stellar Lumens. Mais il y a de plus en plus d'exchanges qui acceptent les Stellar Lumens. Je crois que le dernier en date, c'est Kraken, d'ailleurs, aujourd'hui. Je suis pas sûr, mais je crois. C'est possible, je suis pas sûr. Mais voilà, donc on n'a pas encore vraiment commencé à discuter avec les exchanges parce que justement, on a par défaut un exchange qui nous liste. D'accord. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de commencer par celui, voilà, par le Qui est Stellar rattaché à Stellar. built-in. Exactement. D'accord. Ok. Voilà. À ce niveau-là. Donc voilà. Donc voilà. Donc pourquoi des micro-paiements? Encore une fois, c'est vraiment pour que les gens. Parce qu'aujourd'hui, bon, si on veut de l'électricité verte, on peut aller chez Direct Energy ou d'autres gens. À la fin du mois, on reçoit une facture d'électricité. On a une promesse en face que l'électricité qu'ils ont acheté, de ce qu'on appelle les garanties d'origine. On n'a aucune idée d'où vient l'électricité. On n'a aucune idée de s'ils ont acheté suffisamment d'électricité ou pas. En fait, grosso modo, on n'a aucune idée de rien. On est juste. Donc vraiment, si on dit que le blockchain a plusieurs potentiels disruptifs, il y a la sécurité, différentes choses, mais nous, vraiment, ce qu'on se sert, c'est le potentiel disruptif de la blockchain en termes de transparence. De pouvoir faire des paiements vérifiables, publics, sur un blockchain public comme Stellar, pour que les gens puissent voir en temps réel, s'ils ont envie, où va leur argent. Après, ils vont pas aller voir en temps réel ce qui se passe, mais c'est comme un label rouge sur un poulet, par exemple. C'est un tampon qui rassure tout le monde et qui sait exactement à qui leur argent part. D'accord, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément une application avec une interface sur laquelle le consommateur va aller et va pouvoir faire le suivi en direct de sa consommation électrique. Bon, on va offrir ça aux consommateurs. La vérité, je pense que donc ça sera assez facile. Ce sera juste demander ce qui est voilà, la transaction qu'il a fait hier entre 14h et 14h15, ça sera extrêmement facile à trouver. Est-ce que beaucoup de gens vont y aller? J'imagine que non, mais c'est pas. Voilà, c'est comme. Est-ce que tu pourrais, j'ai pas bien saisi en fait le produit, tu pourrais répéter un petit peu, s'il te plaît, le rôle que vous jouez là entre un consommateur et un producteur d'électricité? Oui, alors on est un fournisseur d'électricité à part entière, donc et on aura deux portfolios, un portfolio de producteurs et un portfolio de consommateurs. L'idée, c'est que le consommateur pourront choisir individuellement leur producteur sur une app, donc d'une manière gamifiée, un peu comme on peut faire sur Tinder, par exemple, swipe right, swipe left, choisir en fonction de ses préférences et construire son propre portfolio de producteurs. Et après nous, grâce à un système de micro-paiement basé sur notre token qui est basé sur Stellar, ça en sorte qu'en fonction de sa consommation, on aura la data toutes les 15 minutes grâce à un smart meter, son argent aille au producteur à qui il a acheté l'électricité à ce moment-là. Donc vous jouez le rôle d'une plateforme qui fait de la vente et achat-vente d'électricité alors plutôt?
Alors, c'est pas une plateforme de trading parce qu'on garde les prix du marché. L'électricité a un cours en continu. Il y a un prix d'électricité tous les 15 minutes. Nous, on garde ce prix-là. On ne permet pas aux gens de vendre leur électricité à un prix différent du prix du marché. Par contre, ce qu'on fait, c'est un matching entre nos producteurs et nos consommateurs en temps réel. L'argent que je suis d'accord de payer à ce producteur, il ira bien à ce producteur. À celui-là et pas à l'autre. Donc, par exemple, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent sortir de ça. Si, par ailleurs, je sais pas, t'aimes pas les wind farms, parce que les éoliennes, parce que ça fait du bruit, parce que y a une qui est trop près de chez toi, ou voilà, tu pourras être certain que ton argent n'ira pas subventionner ce producteur-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner au consommateur, redonner au consommateur un certain pouvoir de décision sur ce qui arrive, ce qui advient de sa dépense énergétique. Et pas juste recevoir de l'électricité comme l'État ou EDF ou peu importe. Et je peux poser une question ? Oui. Je présume que vous avez dû faire une sorte d'étude de marché sur finalement le potentiel, enfin les clients que vous pourriez avoir, parce que moi il y a quelque chose ça me gêne pas, mais comment dire, je dirais que le client il est un peu bête, hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui on lui dit tu vas pas gagner d'argent en utilisant enfin, en gros en allant chez vous, je suis pas sûr qu'il soit tenté d'y venir et donc rester et plutôt rester là où il est. On voit bien un peu par exemple avec aujourd'hui l'automobile électrique, ou si tu veux, ça se développe pas aussi parce que c'est pas aujourd'hui, c'est juste, on va dire, c'est une philosophie plus qu'une économie, quoi, je dirais. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut voir. Donc, on veut se lancer dans plusieurs pays, mais donc on va parler de deux principaux, la France et l'Angleterre. En France, aujourd'hui, EDF est en train de perdre 100 000 clients par mois. En Angleterre, où le marché a été dérégulé un peu plus tôt, il y a 5 ans, et il n'y a pas un EDF, il y en a 6, qu'on appelle les Big 6. Ils ont perdu 15 parts de marché en 5 ans. Et donc, les gens partent des gros. Pourquoi les gens partent des gros ? Parce que les petits sont quasiment toujours moins chers. Okay. Pourquoi ils sont moins chers ? Parce que nous, on peut faire le travail. Parce que nous, on n'a pas les coûts de production, on n'a pas de capex de production, on aura peut-être 100 employés, là où ils en ont 50 000. Donc, quasiment par construction, tous les petits sont moins chers. Nous, en plus d'être un petit, on se sert de la blockchain. Mine de rien, de servir de la blockchain pour faire des micro-paiements, ça permet aussi d'avoir tout un back-office extrêmement lean. Alors, je sais pas comment on dit lean en français, léger et extrêmement efficace. Et il se trouve que les paiements, le billing, c'est un énorme coût pour les utilities. Donc, il y a la composante prix, ok, très bien. Mais en fait, nous, on pense que de la même manière que par exemple, dans l'industrie organique de bio, quand on donne aux consommateurs vraiment un outil pour s'exprimer, exactement ce qu'on est en train de faire, un outil pour exprimer leurs convictions énergétiques, pour savoir s'ils veulent. En Angleterre, ils sont en train de construire une énorme centrale nucléaire qui, en fait, si on parle aux Anglais, il y a quasiment personne ne comprend pourquoi ils sont en train de faire ça. Si on donne un outil aux gens de s'exprimer quant à où va leur argent, quant à où ce qu'ils mangent, ça crée en fait un trend en fait. Et les gens, ça crée un marché. On peut créer un marché spécifique. En sachant qu'en plus, nous, contrairement au bio, on n'est pas plus cher, on est moins cher. Donc c'est une valeur ajoutée additionnelle. Vous avez déjà des prémices de grille tarifaire ou pas? Je ne sais pas si vous avez déjà un portfolio qui est garni ou pas, hein, en termes d'exploitants et un prévisionnel par rapport à ça. Alors, donc la réponse, est-ce qu'on a des producteurs, des exploitants? Des producteurs, on a quelqu'un avec qui on a étudié qui développe des champs éoliens, donc qui ont récupéré sa capacité de production. On parle de 50 mégawatts. Donc 50 mégawatts, c'est beaucoup, c'est une ville. Et après, les questions des prix, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera aussi peu cher que les autres petits. Après, de là à aller dire qu'on sera moins cher, nous on a la conviction, grâce au blockchain, grâce par ailleurs à nos expériences passées, parce que moi avant je faisais du trading d'électricité justement dans une banque, donc il y avait vraiment des
des systèmes de risque. Enfin, je sais à quoi c'est censé ressembler un système de risque de qualité, et beaucoup de ces fournisseurs d'électricité n'ont pas du tout ça. Donc, on a la conviction intime qu'on sera encore moins cher que les autres petits. De là à la firme, on peut pas substantier. Voilà, on peut pas. C'est trop tôt pour justifier de manière plus que des mots ça. Par contre, on sait qu'on sera aussi peu cher que les autres petits. Mais, bon, je connais pas le marché de l'électricité en France. Moi, je suis pas français. Mais tu es obligé d'avoir des accords avec les distributeurs. Et là, vous en êtes où? Les distributeurs ou les producteurs ou le gestionnaire du réseau? Le gestionnaire du réseau, voilà, ça s'appelle certainement comme ça en France. Ça. Voilà. Et ben, on les a rencontrés aujourd'hui, justement. RTE en France, National Grid en Angleterre. Bon, alors, il faut avoir des licences qui sont enfin, n'importe qui peut pas les avoir, mais il y a une vraie volonté de la part des gouvernements et de ces régulateurs de promouvoir la concurrence pour, in fine, réduire les prix aux consommateurs finaux. Donc, il y a beaucoup on n'a pas encore les licences, mais c'est quelque chose tout à fait faisable. Voilà. Donc, mais par contre, dans notre développement, c'est notre bottleneck. Donc, ça va peut-être nous prendre 4 mois. Dès qu'on a ça, on est opérationnel. Niveau technologique et niveau du reste, on est plus avancé. Ça, c'est pas dans nos mains, en fait, mais c'est tout à fait faisable. Enfin, voilà. Et le dernier kilomètre, ça se passe comment en France? Le dernier kilomètre de distribution, le réseau de distribution, Ouais. ça? Là, c'est donc, avec le voilà. distributeur local. C'est pas RTE, c'est Enedis, donc c'est pas le distributeur, c'est pas le gestionnaire du réseau de transmission RTE, mais de distribution Enedis. Bon, c'est un peu pareil en fait. C'est pas. Il faut avoir 2 interculteurs. C'est la location, oui. Alors effectivement, genre 20% d'une facture, on va dire 20-25% d'une facture lambda. En fait, quand on paye 100 € de facture électrique, il y a 20 € qui partent à ces gestionnaires de réseau. D'accord, mais là, le prix, c'est régulé, donc c'est fixe, tu sais à quoi t'attendre, ou bien il peut y avoir des bâtons dans les roues? Non, c'est fixe. Ça, c'est en fonction de l'utilisation. C'est une location c'est comme un péage, quoi. C'est pas à la tête du client. C'est pas du tout. C'est régulé par l'État. C'est régulé, oui. Ouais. D'ailleurs, ces gens n'ont pas le droit de faire de l'argent. Sont pas des sociétés privées, mais sont des sociétés qui n'ont pas le droit de. Leur métier, grosso modo, c'est de gérer le réseau, de s'arranger pour qu'il n'y ait jamais plus d'électricité produite que consommée et inversement. Et donc tout ça, ça a des coûts. Et après, ils redistribuent ces coûts à tous les utilisateurs du réseau en chargeant en fonction de l'utilisation qui en est faite. De manière équitable. Et donc, tout à l'heure, je crois que tu en as un tout petit peu parlé. Donc après, vous allez positionner chez vos clients une sorte de capteur ou quelque chose comme ça pour pouvoir finalement fournir ce dont on a besoin, pas plus, pas moins, c'est ça? Fournir pas plus, pas moins, ça c'est le métier du gestionnaire du réseau. Nous, ce dont on a besoin, c'est un capteur chez le consommateur et un capteur chez le producteur pour avoir la production et la consommation en temps réel, pour pouvoir allouer, en temps réel, tous les quarts d'heure, pour pouvoir allouer les flots en fonction. Après, nous, notre objectif, c'est d'être vraiment le moins intrusif possible chez le consommateur final. Parce qu'en fait, une des raisons, on a parlé du prix, on a parlé de sa volonté d'avoir du verre, mais en fait, la vraie chose, c'est la flemme. C'est les gens changent pas parce qu'ils ont la flemme. Ils sont dans les habitudes, ils changeront le mois prochain ou dans 6 mois. Et voilà. Donc il faut vraiment le mettre le moins de bâtons dans les roues possible au consommateur final. C'est pour ça que nous, contrairement à d'autres gens qui veulent mettre des capteurs intelligents et intrusifs, des capteurs qui contrôlent est-ce que le frigo va marcher à cette heure-là, est-ce que la chaudière va marcher à cette heure-là ou pas. Nous, on prend juste le smart meters, donc le compteur Linky qui est installé, et ça nous suffit. Si par ailleurs il n'a pas de smart meter, il va falloir qu'on en installe un. Mais on va essayer vraiment déjà, on va choisir des pays dans lesquels le taux de pénétration de smart meter est élevé, où l'installation est bien avancée. Et voilà, le but du jeu, c'est encore une fois d'être le moins intrusif possible.
Et donc, je disais, donc, un des facteurs, c'est vraiment ça, c'est vraiment la flemme. Et c'est pour ça que nous, cette histoire de pouvoir choisir en temps réel, enfin, de pouvoir choisir ses producteurs, de pouvoir payer en temps réel, on va s'en servir pour gamifier beaucoup le processus de changement. Je parlais tout à l'heure de swipe right and left, un peu comme sur Tinder. Bon, on va essayer de faire des choses comme ça, un peu ludiques, pour vraiment, voilà, pour. Du coup, Ouais. en termes d'exploitants, vous visez plutôt des petits producteurs, des particuliers ou des collectivités plus que les gros, non? Je me trompe ou? Alors exactement. Enfin, on vise pas enfin, on visait pas EDF et pas Engie. Donc Engie, c'est l'ancien GDF. On visait plutôt les tailles moyennes. Donc exactement comme Amaury, qui est la personne avec qui on étudiait INSEAD. 50 MW, c'est voilà, plutôt entre 10 et 200 MW, ce genre de producteur. Et il y en a beaucoup maintenant aujourd'hui en France. Mais en fait, on a appris il y a pas longtemps que EDF pourrait être notre client. Parce que EDF Énergie Renouvelable n'a pas comme mandat de se servir d'EDF pour toute une partie pour leur vente en fait d'électricité en direct. On a appris ça par quelqu'un qui travaille là-bas. Du coup, c'était un peu à notre surprise. Donc, on pourrait peut-être même avoir EDF Énergie Renouvelable, donc une Filiale. sous-entité d'EDF, une filiale d'EDF, en client. Bon, on n'en est pas là, mais pour le plan de. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, bah le nucléaire. Alors, de renouvellement ou de remplacement? Pas des renouvelables. Non. Ouais. Parce que nous, on veut vraiment. On veut être non seulement carbon free, mais aussi vraiment renouvelable. Donc, le nucléaire, on va essayer de pas, par un souci d'image, de pas donner l'électricité nucléaire D'accord. à nos consommateurs. Du coup, les exploitants, c'est quoi? De l'éolien, du solaire, Alors, de l'hydro? voilà, éolien, solaire, hydraulique, biomasse, biogaz, et ce qu'on appelle l'effacement. L'effacement, c'est demand side response en anglais, c'est quand les consommateurs sont payés pour ne pas consommer. Et en fait, ils sont payés comme s'ils produisaient, en fait. Même un peu plus. Et après, il y a un énorme truc qui arrive, bien sûr, c'est les batteries. Et les batteries avec les voitures électriques. Ça, c'est un peu le Graal, mais ça va arriver pour que ce soit vraiment significatif dans quelques années. Bon, là je te suis un petit peu avec peine. Donc, j'ai bien compris, mettre en relation, faire en sorte que le client paye au producteur qu'il a envie pour pousser un petit peu à la consommation verte. Mais la gestion de ce qu'il va effectivement recevoir, ça, t'arrives pas à gérer. Parce que tu vas devoir faire du trading sur le marché, tu vas devoir prendre, gérer tes coûts aussi. Donc, tu vas forcément devoir fournir de l'électricité nucléaire, etc., surtout en France. Alors, encore une fois, l'électron, lui, on ne sait pas d'où il vient. L'électron, c'est comme une grande rivière. Il y a des gens qui mettent des électrons à un côté, il y a des gens qui prennent des verres d'eau, mais tout est mélangé au milieu. Donc nous, l'électron, on sait pas d'où, enfin, on sait pas qui l'a poussé. D'ailleurs, ça se trouve, il vient même pas d'une centrale nucléaire, il vient du fil lui-même. Enfin, on sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, ce qu'on contrôle, ce qu'on permet aux gens, comme tu viens de le dire, hein, c'est de contrôler la destination de leur facture, de contrôler, de subventionner tel ou tel producteur, de pas envoyer leur argent à qui ils veulent pas l'envoyer. Voilà, ça c'est surtout la force de votre projet, je trouve. C'est ça, oui, c'est ça. C'est vraiment ça notre. Voilà. Les flux physiques ne sont pas contrôlables, ils sont pas. Après, il y a des devoirs qui viennent avec qu'on a portefeuille de producteurs et de consommateurs, on a des devoirs vis-à-vis du trading qui sont de bien faire en sorte, enfin, d'acheter dans le marché en fait, donc, enfin, d'être flat, d'avoir autant de consommation que de production enfin bref, il y a des devoirs liés au trading qu'il va falloir qu'on prenne en compte, mais c'est pas du tout. Ouais, mais ce sera aussi votre cœur de métier. C'est là aussi que vous allez perdre ou gagner de l'argent, finalement.
Alors voilà, ça c'est ce qu'on, à terme, on va commencer par externaliser cette fonction. On est en discussion avec 3-4 des agrégateurs. À terme, c'est notre cœur de métier. À terme, c'est potentiellement là où on sera très fort par rapport à notre expertise passée, justement. On a même des gens on a pas mal de gens d'EDF, trading, qui regardent ça, à qui on a parlé, qui potentiellement seront intéressés dans le futur. À terme, il y a des choses très intéressantes à faire là-dessus, mais c'est pas c'est pas notre c'est l'engin, c'est le moteur sous la carrosserie. C'est pas ce qu'on vend. Enfin, c'est pas notre activité principale. Concrètement, en fait, comment ça va se passer si on a une facture de 100 €? On vote pour des producteurs et Alors, 100 juste, € sont si répartis tu peux par. augmenter le son ou le volume de ton micro, Daikas. Ah, pardon. Vous m'entendez mieux là? C'est mieux, Ouais. merci. Ouais, donc je disais par rapport à comment ça va fonctionner en fait si on a une facture de 100 €, on en va voter en fait sur une sorte d'application et les 100 € seront répartis sur les producteurs auxquels on aura attribué des votes. C'est ça, on peut appeler ça vote, oui, c'est ça. Enfin, c'est au moment où tu rejoins la Irène en tant que client, tu vas aller sur l'app, tu peux choisir en swipant right or left quel consommateur tu veux mettre dans ton portfolio. Et après, nous, en temps réel, en fonction de ce que tu consommes, de ce que ton portfolio produit à ce moment-là, et des préférences des autres gens, on va allouer au mieux pour que tu sois pour que ton portfolio, enfin pour que tu aies un hit sur ton portfolio le plus élevé possible. Si par ailleurs aucun des producteurs ne produit, il faudra qu'on aille acheter l'électricité. Enfin, il faudra qu'on aille acheter l'électricité en plus, mais on te le dira et ainsi de suite. Mais c'est vraiment ça, c'est un système de vote. Donc, si j'ai bien compris, votre client final, en fait, c'est le particulier, c'est ça? C'est du B2C, c'est pas du B2B? Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Donc il y a plusieurs, il y a B2C dont on parle depuis le début. Après, on va aller pas plus tard que vendredi prochain, on va essayer de mettre en place un pilote parce qu'on a aussi pas mal de choses B2B. Alors business to collectivité. Et l'idée c'est on va aller voir un maire là vendredi. Et l'idée c'est de permettre aux collectivités, aux gens qui gèrent les collectivités, de redonner grâce à une app comme celle-ci. Le pouvoir décisionnaire sur la politique énergétique locale aux utilisateurs finaux des services publics. Donc, par exemple, localement, les gens pourront choisir dans ma ville, moi, je veux être certain que, enfin, moi, je vote pour que l'éclairage public vienne de ce producteur. L'avantage étant qu'on choisit aussi un producteur local. Et donc, pour le maire, ça permet aussi de créer un écosystème d'entrepreneurs de l'énergie locaux, que ce soit un particulier qui met un pompeur sur ses toits ou un fermier local qui met une éolienne dans son champ, et que grosso modo l'électricité soit consommée localement, produite localement, et que les gens n'aillent pas et ne viennent pas d'une centrale à charbon qui a été installée à 200 km de là et qui crée des emplois à 200 km de là. Ça, c'est un vrai plus, je trouve. Tu vois, contrairement par rapport à la remarque que je faisais tout à l'heure, où pour le client final, ça sera, c'est peut-être, pour l'utilisateur comme nous, mais là, c'est vrai qu'il y a un vrai plus. Je trouve que c'est super intéressant, là, le dernier point que tu viens de soulever. Il est tout à fait possible que ce soit vraiment ça en B2C, comme ça, que ce soit beaucoup plus fort. Qu'en B2B soit beaucoup plus fort qu'en B2C, effectivement. C'est tout à fait possible. Ouais, parce que le B2C, au final, la plus grosse problématique pour vous, ça va être d'atteindre le particulier, l'utilisateur final. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau marketing pour vous faire connaître du grand public plutôt du grand public, parce que les collectivités, j'imagine que des coups de fil, ça suffit. Mais, la vérité, c'est que c'est une campagne marketing assez classique, basée sur D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la SEO, vraiment. Hein, c'est pour lever les fonds nécessaires pour faire les campagnes marketing derrière. Donc, il faut vraiment avoir une image sympa.
on aime bien Michel Augustin parce qu'ils ont fait l'INSEAD comme nous. Bon, c'est un peu trop infantilisé, je trouve, infantilisé, mais il faut avoir une image vraiment sympa. Il faut justement, c'est pour ça qu'on veut gamifier le paiement. Il faudra mettre en place une stratégie. Enfin, on a les éléments, on a la stratégie, plutôt on n'a pas encore l'exécution. Plutôt ça que je veux dire. On sait sur quel differential factor on veut jouer pour le B2C. Reste à exécuter. Et en fait, l'exécution dépendra évidemment des fonds qu'on a. Voilà. Et après, en fait, c'est intéressant de noter aussi peut-être que la campagne de développement commercial sur le B2B est en fait un revenu beaucoup plus important avec quelques clients initiaux que d'avoir une grande campagne grand public. Ah oui. Donc il est possible quand même qu'on fasse aussi ce choix d'aller vers le B2B en premier, par exemple avec ce pilote. Ah oui, c'est clair. Parce que d'un point de vue retour sur investissement, c'est... Et puis on a les bons contacts, on a le bon réseau, on a une capacité à vendre à des gens qui sont des professionnels des affaires ou des administrateurs plus que le grand public, avec nos expériences respectives. C'est un peu pour ça qu'on a quelqu'un de l'ENA en fait dans l'équipe aussi. Parce qu'il était à la mairie de Paris. Enfin, c'est vraiment... effectivement. On présente le projet tout d'abord en B2C parce que c'est plus simple à expliquer. Une fois qu'on a compris le B2C, on passe au B2B en général. Exactement. Ouais, j'ai l'impression que ce serait plutôt le contraire qu'il faudrait faire. C'est présenter en B2B avec l'exemple que tu nous as donné avec la mairie. Parce que là, je le trouve très parlant. Et puis après, justement, de pouvoir construire là-dessus, quoi. C'est vrai. Bah, ça, c'était vraiment un cas concret. Et puis, je peux imaginer que pour les mairies, c'est plus qu'intéressant de pouvoir injecter finalement dans le tissu local l'argent plutôt que je sais pas où. Voilà, et donc du coup, donc on va commencer une pré-sale dans maintenant 2 semaines et demie. L'idée c'est de faire durer cette pré-sale pendant 8 semaines et derrière de faire une main sale. La main sale essayant de viser de lever 15 millions d'euros. Voilà, la pré-sale, on a un cap très élevé, très élevé, mais on détruira tout ce qu'on ne vend pas. Donc la main sale, la pré-sale, c'est minimum 400 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 20 millions. Encore une fois, en détruisant ce qu'on ne vend pas. Et donc voilà, fin de la main sale en début juin, mi-juin. Après, l'idée, c'est de se développer en Europe. Une fois qu'on a 3 pays en Europe, l'idée, c'est de partir faire ça aux États-Unis. Alors, on peut pas faire ça dans tous les États des États-Unis. On peut faire ça dans les États des États-Unis qui ont les mêmes systèmes du marché de l'électricité ou des systèmes similaires à ceux qu'on a en Europe, le même niveau de dérégulation. Donc, c'est la moitié des États, notamment le Texas, la Californie, New York. Et donc, pour se lancer aux États-Unis, dans décembre 2018 ou plutôt janvier 2019, etc., on va faire une deuxième levée de fonds de la même taille que celle qu'on fait pour l'Europe, voilà, pour financer la campagne marketing et l'entrée aux États-Unis. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est au niveau de la concurrence qui existe aujourd'hui. Il y a déjà des sociétés comme Sun Contract qui font un peu le même business. Vous vous situez comment? Bon, alors déjà, par rapport à tous les autres il y a plusieurs effectivement boîtes qui font des choses un peu qui sont le blockchain, énergie renouvelable, et on est les seuls à être sur Stellar. Et je pense que par rapport au client final, quand il s'agira d'aller trouver un client final, c'est d'un point de vue cohérence de marque, de branding et d'image, c'est un facteur différenciant majeur. Après, il y a d'autres acteurs. Alors, Sun Contract, je les connais moins bien. Je crois que c'est des Slovènes ou Croates, je crois. Slovènes. Ouais. Alors, je sais moins bien ce qu'ils font. Je sais. Alors, en fait, si je me souviens bien, ils font du peer-to-peer trading. Ah oui aussi. Il faut télécharger une app
Et puis, il y a une espèce de bourse de l'électricité pour les particuliers. Okay. C'est un petit peu différent, nous, parce qu'en fait, on a un système qui automatise l'attribution du paiement. Voilà, et surtout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus participatif, en fait. Donc, moi, j'ai un petit peu de doute par rapport à leur capacité à exécuter, et puis surtout la volonté des gens de s'engager sur une app pour créer leur électricité. Enfin, c'est un peu différent, surtout, différent, en effet. Et alors, si Sun Contract, c'est ça, effectivement. Donc, c'est comme Power Ledger, qui est un Australien. Et par expérience, créer un autre marché de l'électricité parallèle au marché actuel, c'est juste absolument pas possible. Le marché de l'électricité est un marché extrêmement conservateur. Ils pourront jamais attirer beaucoup de volume sur quelque chose comme ça. Les règles sont très fixes. Je suis même pas sûr que ce soit tout à fait légal de vendre l'électricité à un prix différent du prix du marché. On n'a pas le droit de vendre une action à un prix qui n'est pas le prix du marché, par exemple. Enfin, on peut, mais il y a plein de choses derrière à faire. Donc voilà, tout ce qui est peer-to-peer trading, une plateforme de peer-to-peer trading, moi je suis extrêmement sceptique par rapport à mon expérience passée. Après, il y a d'autres gens comme WePower. C'est intéressant, mais eux, ils sont plus dans le financement participatif de projets sur l'éolien. Ils viennent de lever 40 millions, ils sont lituaniens. Ouais, lituaniens. Voilà. Une autre boîte un peu pareil, ça va être Grid Plus aux États-Unis, qui était backée par Consensus. Alors eux, c'est un mix entre tout le monde, mais eux, ils font du peer-to-peer. Ils ont une value proposition qui n'est pas... ils promettent aux gens d'acheter l'électricité au prix du marché, ce qui est juste absolument pas possible à New York. Parce que justement 20% d'une facture électrique est justement les charges de réseau, 20% sont les charges environnementales. Donc voilà, il y a 2-3 choses qui font que Grid Plus, on n'y croit pas non plus, mais ils ont quand même levé 80 millions, je crois. C'était il y a 6 mois. Et donc nous vraiment, c'est une autre. Et pour les ICO, il y a 6 mois. Oui, voilà. Nous vraiment, on sert du blockchain pour introduire par un système de micro-paiement, cette transparence radicale qu'on vous a expliqué, et vraiment donner, grâce à cette transparence radicale, le pouvoir, redonner aux consommateurs le pouvoir quant à influencer la politique énergétique locale. Mais finalement, ce token, en fait, ce sera plus une security pour les investisseurs qu'un token qui sera utilisé pour utiliser le service. Non, c'est vraiment la monnaie, d'échange interne de la plateforme. C'est-à-dire que les gens, quand un client arrive sur la plateforme, mais donc il paye 100 € de sa facture d'électricité, nous on prend les 100 €, on va dans le marché, on achète pour 100 € de token, on crédite un compte à lui, en son nom que nous avons sur Stellar, et après au fur et à mesure qu'il consomme, on débite son compte. Et on envoie notre token au producteur, à qui à la fin du mois, on paye en euros ce qu'il a réduit, ce qui lui est dû. Donc le token, c'est vraiment le moyen de paiement interne. Mais il ne le voit pas, le client ou le producteur, non. Il ne le voit pas, quoi. Non, il ne le voit pas. Après, un investisseur, quelqu'un qui aura acheté des tokens, soit pendant la primary market, soit sur le primary market, soit sur le marché secondaire, peut aller nous voir et lui dit attendez, je vous donne pas 100 €, je vous donne 3 tokens et ça paye ma facture pour les temps d'années voilà, je peux payer sa facture avec des tokens plutôt que de payer sa facture en euros. Mais le client lambda, lui, n'aura pas à être exposé, n'aura pas à lui-même aller acheter des tokens sur un marché. C'est nous qui le ferons pour lui. C'est peut-être intéressant aussi de partager avec... il y a 2 éléments, je pense, qui sont intéressants avec le token. La première, c'est qu'en fait, ce token-là, on a créé un système dans lequel on fait... comment est-ce qu'on dit en français, le mot m'échappe, on fait une certification que les personnes qui achètent les tokens contre le blanchiment d'argent.
Donc, on crée quand même une communauté d'investisseurs ou les acheteurs de tokens. Deuxième élément qui est plus sensible, c'est qu'en fait, le token croît l'utilisation du token. Et donc, comme Guillaume expliquait, on immobilise des tokens quand on paye ses factures ou quand on se joint au réseau, quand il y a un nouvel utilisateur qui se joint au réseau, quand il y a un nouveau consommateur ou producteur qui se joint au réseau. Donc, on a aussi essayé de concevoir le token comme un différent des autres tokens, déjà parce que c'est d'autre part parce qu'il y a aussi cet élément d'argent et les acheteurs seront sûrs de faire partie d'une communauté de gens qui sont eux aussi passer ce test-là et ce background check-là, quoi. Et par rapport à votre application, enfin votre produit au niveau technique, vous en êtes où? Vous avez déjà une bêta, une alpha, un produit concret? Alors, on a une version bêta d'un site sur lesquels d'une app sur lesquelles les gens peuvent aller swipe right and left quand choisir ce qui est pour l'instant des producteurs fictifs. Tout ça, c'est connecté à notre back-end. Et là, justement, donc on va voir vendredi ce maire pour mettre en place ce pilote. Donc, on est en train de finaliser l'intégration. Là, on est en train de finaliser la connexion entre les smart meters et Stellar, en fait. Ça va pas nous prendre. C'est clairement pas notre bottleneck, comme je disais avant. Le bottleneck, c'est plutôt d'avoir les licences. 3, 4, 5 mois pour les licences. Les côtés technologiques, ça sera prêt bien avant. Voilà. Donc là, votre roadmap, en fait, ça donne quoi alors sur le prochain mois ou par rapport Donc il y a la pré-sale, après, de la pré-sale jusqu'à la mise sur les marchés, ça donne quoi votre roadmap? Le plan, si on fait tout nous-mêmes, c'est d'être mis sur le marché en France en septembre et au UK plus ou moins dans le même temps. Il est possible qu'on arrive à, donc comme je disais avant, externaliser toute la partie. Il est même très probable qu'on va externaliser toute la partie trading au milieu dans un premier temps, ce qui nous permettrait d'avoir besoin de beaucoup moins de licences et ce qui nous permettrait d'aller sur le marché plus vite. Donc littéralement presque, quand la main sale est finie. Bon, après, il faut quand même construire la marque et préparer la pub et tout ça. Mais comme on disait comme Louis disait, on peut commencer à avoir des clients, des collectivités ou des clients qui demanderaient un effort de marketing moindre et plutôt un contact one-to-one. On pourrait avoir des gens comme ça dès le début de l'été, en fait. Je pense qu'il y a aussi une question de budget, c'est-à-dire si on lève beaucoup plus que ce qu'on du côté 20 millions que du côté 400 000 dans notre premier ICO, il est possible qu'on recrute plus agressivement. Ce serait oui, c'est un bon problème à avoir, mais si on est du côté modeste, c'est vrai que c'est ça plutôt la roadmap, quoi. Et l'idée, en fait, pour finir, c'est qu'il nous faut plus ou moins. Après, ça dépend du niveau d'agressivité, mais 3 millions par pays, c'est très bien pour commencer quelque chose de faire très sérieux. Donc, si on arrive à. Voilà, donc ça dépend un peu. Mais on peut lancer agressivement de manière décente dans plusieurs pays à la fois avec ce qu'on a essayé de lever, en fait. Pour lever dans plusieurs pays, d'ailleurs, ce qu'on veut faire, c'est on veut servir du réseau qu'on a par l'INSEAD, parce qu'on connaît vraiment pas mal de gens partout en Europe, des gens très qualifiés qui pourraient vraiment. Enfin, on se baserait, on s'appuierait beaucoup sur nos réseaux pour vraiment avoir des country managers par pays et pour vraiment quasiment franchiser des activités sous une marque principale. On en a 50 mégawatts. On a un producteur partenaire.
En fait, le partenariat justement à base de, enfin c'est nous, un producteur de cette taille ne gère pas lui-même sa production, parce que ça requiert justement. Donc, ce qu'ils font, c'est ils prennent des gens comme nous pour la gérer pour eux. Parce que un producteur finalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui c'est un métier en soi en fait d'aller trouver un terrain où installer un champ éolien, aller trouver le financement, aller trouver les ingénieurs, construire. Et voilà. Et ça en général, la plupart des producteurs s'arrêtent là. Et après, tout ce qu'on appelle le marketing direct de l'électricité, c'est pas du tout leur, c'est pas ce qu'ils font. Voilà. Enfin, S'il y a d'autres questions, peut-être, oui. Ouais, peut-être une dernière, pour ma part en tout cas. Est-ce que ce produit pourrait intéresser des fermes de mineurs? Tu as dit avant qu'on pouvait payer plus tard l'électricité avec ces tokens. Donc, je pourrais faire le pari que je participe à l'ICO pour acquérir pas mal de tokens en espérant que le prix monte et que j'ai ainsi plus tard une électricité qui me coûte pas très cher en tant que ferme. exactement, oui. Oui, enfin, oui. Tout à fait possible. C'est vraiment une facture, c'est une pré, acheter un token, c'est prépayer sa facture en sachant que si le prix fait un retour important, ça sera autant de factures prépayées à un prix extrêmement bas. Ou si le rabais est bon à l'achat, quoi. Ou Là, si le rabais est bon à l'achat. C'est un peu ouais. contraire à l'éthique de l'énergie verte, ça. C'est non, parce que ça permettrait de faire du mining de Bitcoin avec de l'énergie verte, justement. Ce qui en soi est une révolution. J'ai une autre question. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, le schéma il est assez simple. Vous vous développez en France, en Angleterre. Derrière, vous étendez à l'Europe. Et puis, si ça marche bien, il y a le road trip aux États-Unis. Pourquoi l'Angleterre? Vous avez des connexions spécifiques là-bas? Oui, parce que j'ai en fait la moitié de l'équipe est en Angleterre. Louis appelle de Londres là, puis moi j'ai vécu là-bas 11 ans. On connaît pas mal de monde. On a été je suis introduit au CEO de Centrica, c'est un des Big Six. Enfin, je connais pas mal de gens là-bas en fait. Il n'y a rien de très concret encore. C'est pour ça que j'en parle pas d'un point de vue partenariat ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a beaucoup de connexions par notre vie passée. Au niveau du milieu de l'électricité? Oui, entre autres. Moi, c'est là où je travaillais, c'est là où mon réseau, enfin, je faisais du trading en électricité, c'est là où je connais pas mal de gens là-bas. Mais c'est pas encore, ça serait mentir de dire qu'il y a clairement pas de partenariat ou quoi que ce soit, mais il y a un fort potentiel. Il y a un fort potentiel derrière. Vous sortez pas de nulle part, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une question qui rejoint un petit peu la question de Tevar là, qui l'a posée tout à l'heure sur le fait d'acheter des tokens à l'avance. Bon, en tant que particulier, ça peut être compliqué, mais pour une entreprise, admettons, qui veuille faire appel à vos services, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette société-là, qui vise du long terme, on va dire, pour viser gros, on va dire, un truc genre Google, par exemple, qui sait que sa dépense énergétique sur les 20 prochaines années, ça va être de temps, qui vous les achète d'un coup, bon, peut-être pas 20 ans, mais moins. Mais du coup, vous allez vous retrouver face à un problème, une problématique qui est que, en général, le coût de l'électricité augmente au fil des années, alors que eux l'ont acheté à une date précise, et au final, vous voyez, vous serez déficitaire, peut-être pas les premières années, mais les années plus tard, au final, je sais pas si Alors, vous bien comprendre, oui, mais oui, voyez, entre le prix d'achat du token et le prix réel de l'électricité, au final, il y aura un delta qui sera en votre défaveur. alors non, parce que
ça serait vrai s'ils entraient avec nous un accord comme quoi ils achetaient l'électricité à 100 € pendant les 20 prochaines années. Ce qui ferait pas. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achèteraient des tokens, très bien, avec lesquels ils pourront payer leur électricité, très bien. Le prix de l'électricité, leur prix, ils pourront peut-être payer dans 3 ans, peut-être que ça sera 200 € le mégawattheure en Europe, qui sait, mettons. Mais donc le prix de l'électricité, le prix de l'électricité suit sa vie, le prix du token suit sa vie aussi. L'avantage, c'est que si demain l'électricité vaut 200 € et que le token qu'il a acheté à, on va dire, 1 €, il en vaut 1000, là, pour lui, de facto, sa facture sera moins élevée. Mais ces deux expositions à des prix différents, qui en fait sont pas forcément, qui sont pas du tout, c'est pas qu'elles sont pas forcément, c'est qu'elles sont pas du tout corrélées. Le prix de l'électricité supply and demand électricité, le prix du TELUS, notre token, est fonction de la demande qui en est faite, la supply étant fixe, et donc du coup de la popularité de la plateforme et du nombre d'investisseurs qui gardent des TELUS pour eux. Mais donc voilà, donc nous on n'a pas ce risque de grand écart en fait. On l'aurait si on garantissait un prix fixe en euros à Google. Ce qu'on ne garantit pas. Enfin, ce qu'on peut, mais ça devient un autre métier. Ça devient justement c'est du hedging d'électricité. Ouais, puis c'est un cas peut-être peu probable quand même. Moi, perso, si j'ai un prix garanti, que je serais dans une grosse boîte, j'en profite même. Bah, ça serait intéressant effectivement d'avoir garantir 100 € pour dire un chiffre sur 10 ans, de prépayer de préacheter l'équivalent, donc 100, on va dire 100 fois, peu importe la consommation, d'acheter tout en TELUS aujourd'hui, en token, de faire le pari que demain il y aura beaucoup de monde sur la plateforme, du coup d'acheter la quantité de TELUS, enfin de faire un gain sur les TELUS en fait, de faire un gain. Oui, c'est la valeur du TELUS qui change en fait. C'est ça, c'est la valeur du TELUS qui change. Ok. Est-ce qu'il existe d'autres use cases qui n'a pas été abordé lors de ce vocal par rapport à ce que pourrait offrir Iren Energy? Oui, alors il y en a un qui est, on est en train de mettre ça en place. C'est Iren Energy. On va, parce qu'on parle de micro-paiement, on parle de transparence, électricité verte, micro-paiement, électricité verte, c'est des choses intéressantes à faire en Afrique avec tout ça. Et l'idée, ça va être de mettre en place une charity, de permettre aux gens en Europe, aux États-Unis, de faire des donations et de créditer directement les comptes des gens qui veulent supporter une famille africaine ou je sais pas, un pays en voie de développement. Et l'idée, c'est quoi? C'est que justement l'argent va directement au compte là-bas. C'est introduire la transparence, encore la transparence radicale dans le marché dans l'industrie des donations, grosso modo, pour pas que ce qui se repasse, ce qui s'est passé avec Rosemary ou des choses comme ça. C'est vraiment donc c'est une side activité totale de ce qu'on fait, mais potentiellement ça peut vraiment être ça peut contribuer à augmenter pas mal la demande, enfin pas mal, c'est pas augmenter la demande en coin, de mettre en place ce genre et donc en fait voilà, on a presque fini de candidater une bourse de l'UNICEF qui justement qui demande des blockchain use cases en Afrique, comment faire en sorte pour avoir un impact positif grâce à la blockchain, et voilà. Donc ça, voilà, c'est comme ça. Il y a cette direction qu'on est en train de penser, à laquelle on est en train de penser, qui potentiellement peut être intéressante. Peut être intéressante au niveau de l'impact, qui peut être intéressante au niveau de la pub que ça peut faire autour du projet, et qui peut être intéressante en termes de demande de TELUS et donc de valeur du TELUS.
Tu as un Je sais pas contact si sur c'était la très ligne, clair. alors Oui, très clair, et ça me paraît très intéressant en effet. Ouais, c'est pas mal. Oui, alors on a, c'est un ami de Louis, donc la candidature au truc de l'UNICEF, on va faire ça au Zimbabwe. Parce que Louis, par ailleurs, a un ami qui vient de là-bas et qui est bien connecté. Et encore une fois, l'avantage de l'INSEL, on en a parlé pas mal de fois, c'est qu'en fait, on connaît pas mal de gens au Nigeria, au Cameroun, qui pourraient potentiellement. Bon, c'est plus des plans sur la comète pour l'instant, mais c'est le jour J, il y a pareil, il y a un gros potentiel. D'accord, mais Effrayable. plutôt du coup en lien avec le côté humanitaire et associatif. Pas tellement par exemple pour gérer, c'est parce qu'il y a des grosses, en Afrique notamment, il y a des grosses demandes en termes de consommation d'énergie, par des entreprises, enfin voilà, par exemple, moi personnellement, mon frère est au Nigeria, il est au camp Total, clairement il dépense énormément d'énergie, là-bas. Ça peut rentrer dans une démarche, développement durable, on va dire, de ce type d'entreprise. C'est pas un schéma sur lequel vous vous dirigez, vous êtes plus sur de l'associatif là? Oui, on n'a pas pensé. On s'est dit, OK, blockchain, transparence, qu'est-ce que ça. On s'est dit, Guillaume, si je peux compléter ce que tu dis, il y a aussi, oui. il y a aussi quelque chose qui est que jusqu'à présent, on a créé un business plan avec une vision qui fait qu'on a une exit stratégie qui est très long terme. Mais en fait, avec les compétences qu'on a, avec la technologie qu'on a, avec la plateforme Stellar qui est assez souple, il y a pas mal de projets qui peuvent avoir leur PNL séparé, qui peuvent être profitables ou même qui peuvent être actives, même dans une situation à but non lucratif, et qui utilisation du token. On peut y penser un petit peu, on a un peu notre cerveau de MBA qui s'active et qui se dit, OK, comment est-ce que ce token peut être utilisé différemment? Est-ce qu'il y a des passerelles intéressantes qu'ils font avec le blockchain? Parce qu'en fait, ils sont très en demande de nouvelles technologies et d'appliquer ces nouvelles technologies, mais finalement, personne ne sait trop bien le faire. Il se trouve que c'est un heureux hasard que Stellar soit une technologie qui soit à la fois accessible et qui ajoute Allô? une grande valeur. Oui. Oui. Si ça a coupé de mon côté, ouais. Non, moi j'ai bien entendu, non, c'est mais bon. j'ai cru entendre un allô? Ah non, c'était de mon côté que ça avait coupé. Mais Ah! non. Oui, Voilà, voilà. donc je Et pense donc, qu'en fait, cette ouais. initiative, c'est plus une diversification et un engagement de nos savoir-faire pour arriver à créer de l'engagement sur le token. Ouais, pour créer de la demande sur le token, et qui dit demande dit valeur qui monte. C'est vraiment le but du jeu. D'accord. J'ai une autre question qui est un peu annexe. Si personne d'autre a de questions en ce moment, je fais un tour de table. Moi, j'en avais bien une sur. Mais c'était juste pour ma culture G. Je peux la poser ou je la pose après la tienne si tu veux. Non, non, vas-y, c'est parce que je vais aborder un autre aspect de l'équipe. Ok. Juste, si j'ai bien compris, donc il y avait il y a un passage là où je voulais avoir une explication technique, pour bien comprendre comment ça fonctionne, ça m'intéresse. Je paye mon électricité, donc je vais vous donner par exemple 100 €. Si j'ai bien compris, vous allez faire une sorte d'intermédiaire entre moi et le producteur que je vais financer, enfin, que je vais payer pour récupérer mon électricité. Quand je paye, je parle de 1 €, ça passe donc en TELUS, et là, ça passe chez vous, et de chez vous, ça repasse en euros chez le producteur. Dans ce laps de temps, alors je me doute que tout se fait assez rapidement, comment vous gérez la variation du cours du TELUS en fait? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Je me dis, imaginons, Ouais. j'attendais. Transaction. Oui, c'est Voilà, très on va clair. se hedger. Effectivement, donc si le client, le consommateur n'a pas de risque de change, si le producteur, lui non plus, à la fin, n'a pas de risque de change, c'est-à-dire que c'est nous au milieu qui avons le risque de change cumulé. Ouais. Donc il faudra tout simplement aller se hedger de manière assez classique en fait sur les marchés, enfin sur le marché. Mais donc il y a vraiment un besoin de hedging, exactement, effectivement. Je me mets de dire, Guillaume, parce que maintenant ça t'est naturel, c'est que toi, ton cœur de métier, le cœur de métier de ton collègue d'Atlanta, c'est ça aussi. C'est un vrai métier de savoir faire du hedging à ce niveau-là. C'est vrai. Ok, merci. Moi, j'ai une autre question plus par rapport à
à l'équipe, ou tout du moins à ceux qui gravitent autour de l'équipe, vous mettez dans le white paper trois senior advisors, notamment Jean-Luc Dorboy. Je crois qu'il investit également dans d'autres startups, cette personne. Quelle est leur implication exacte au niveau de l'équipe et du projet? Jean-Luc, il est assez, on le voit quasiment toutes les semaines. Et c'est surtout à ce stade-là, c'est surtout donner des contacts. Effectivement, Jean-Luc, il est dans une autre. Ce qu'on a parlé d'un partenaire au niveau production. Mais en fait, Jean-Luc, il a cofondé Vesta System, qui est une boîte qui rend les bâtiments intelligents. Et donc ça va sûrement devenir un client. Bon, on n'a pas signé rien du tout, mais ça peut devenir un client derrière à nous, parce que eux, ce qu'ils font, c'est donc ils vont prendre un bâtiment public ou pas public d'ailleurs, le rendre intelligent, et s'ils nous installent nous en tant que fournisseur d'électricité au milieu, bah ça devient notre client. Donc il sert à exactement le genre de choses. Après, il a une énorme expertise en AI, Jean-Luc, et surtout une énorme expertise sur tout ce qui est smart meters, parce qu'il a participé au lancement de la version allemande des smart meters d'EDF il y a quelques années. Après, on a Cédric Parent, qui est un ancien collègue à moi de Merrill Lynch, lui qui va surtout nous aider et qui nous aide sur tout ce qui est contact. On parlait tout à l'heure de Google qui rentrerait dans un deal où ils achètent de l'électricité sur 20 ans, on avait dit. Bon, maintenant, c'est pas possible, mais son métier avant, c'était justement ça, de vendre des structures à Air France pour leur kérosène sur 5 ans, à Peugeot sur l'électricité sur 3 ans, enfin des choses comme ça. Et après, on a Vidal, donc qui est notre blockchain caution expert, go-to person. Et voilà. Et sur le white paper, il n'y a pas quelqu'un qui est sur le site. C'est David, qui est notre gourou. Alors lui, il est très impliqué en fait. On aurait pu ne pas le mettre en senior advisor et plutôt en team member. Il travaille plusieurs heures par jour, qui est sur tout ce qui est social réseau, faire en sorte marketing sur les réseaux sociaux, faire en sorte que quand on dépense 5 000 € en Twitter, c'est la même chose que si on avait, on a le même effet que si on avait dépensé, je sais pas, 50 000, enfin, peu importe, plus. D'accord. Aujourd'hui, vous avez déjà des contacts avec alors soit d'autres pools, puisque ici chez Blackwell, c'est également notre cœur, on va dire, d'investir, avec d'autres pools ou avec des fonds d'investissement? On parle à des gens, oui. On parle à des gens, on était bien en relation avec des gens pas mal haut placés chez Ripple, en l'occurrence. On parle à des gens, David, là, notre ancien advisor qui est à Bangkok, parle à des... Après, c'est toujours difficile à dire, savoir qui est une baleine et qui n'est pas une baleine, mais donc... D'accord, plutôt des personnes qui viennent du monde des crypto-monnaies également. Plutôt, exactement. D'accord. Voilà. J'ai vu que vous étiez alors incubé à Station F par le biais de l'école. C'est ça. Est-ce que ça vous offre justement des contacts en ce sens, que ça soit pour des futurs partenaires ou des futurs investisseurs, des business angels? Ou comment ça se passe l'incubation chez Station F pour énergie, pour IREN? Alors, oui, alors effectivement, c'est plutôt des contacts pas avec des partenaires futurs, des clients futurs, des choses comme ça. Niveau investissement, VC et tout ça, ils ont des contacts, mais c'est avec des VC traditionnels. Et convaincre un VC traditionnel d'investir dans des cryptos, c'est contre-productif, c'est compliqué, c'est pas ils y croient pas, ils ont même pas le mandat de le faire de toute façon par rapport à leurs investisseurs. Donc c'est pas niveau investissement, c'est pas très utile. D'accord. Du coup, les contacts, ça l'est beaucoup. Vraiment l'univers des crypto-monnaies pour la levée de fonds. Ouais, exactement.
On a aussi le luxe d'avoir le réseau d'INSEAD, donc on a quelques personnes, on a un contact à Zug qui était un autre camarade de classe, qui est l'un des pionniers dans les cryptos. On a donc contact à Ripple, et puis on a quand même, par l'INSEAD, on a eu évidemment notre bureau à Station F, et on est dans un réseau de gens qui sont plutôt très engagés sur les vents. Donc on est assez confiant en la qualité de ce réseau également. D'accord. Pour ma part, j'ai pas d'autres questions là. Je sais pas si d'autres personnes de l'auditoire veulent poser une dernière question. Non, bah écoutez, il me semble que c'est bon. Vous avez peut-être une dernière chose vous à ajouter? Bon, bah, nous, on vous remercie d'ouvrir la conversation. On a quelques chaînes de réseaux sociaux qu'on peut vous communiquer si ça vous intéresse. Notamment, on a un groupe Telegram. On n'était pas sur Discord jusqu'à présent. Je pense que c'est un espace qu'il faudrait qu'on explore un peu plus. Donc, si vous avez des suggestions, je serais très heureux de continuer la conversation à ce sujet. Oui, bah écoute, moi là, pour des raisons personnelles, je vais m'en arrêter là, mais après, je vais revenir de façon normale de la conversation. C'est Kilder qui va aborder le sujet de l'organisation au niveau de notre Discord. De manière générale, hein, après cette discussion donc, qui est enregistrée, on va présenter la chose, c'est-à-dire que nous, on met en partage votre white paper, le lien Telegram, je vais le mettre en partage. J'ai pu voir, notamment à travers des fils de discussion sur les réseaux, donc vous avez une chaîne YouTube, il me semble. J'ai pu voir sur le filsjeuxvideo.com que vous aviez mis quelques liens. N'hésitez pas à me les envoyer, je les redistribuerai, que ça soit ici, sur la cryptosphère, ou sur ou chez les mineurs français, hein. Donc ça, je pourrais le faire partager, et voilà, de manière totalement annexe, je vous invite en effet à découvrir pleinement Discord, qui est utilisé par énormément de crypto-monnaies, notamment Ripple, hein, qui a ses équipes sur Discord. D'accord, très bien. Bah, c'était Parfait. une belle découverte. Ouais, Bon, bah, merci. c'est moi qui vous remercie en tout cas pour toutes ces explications, c'était vraiment intéressant, et voilà, on va pouvoir en débattre derrière en interne. Parfait, merci bien. Merci à Et vous. puis, passez une bonne soirée, fin de soirée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.